un nouvel épisode des Agents Libres. Corp, comment ça va? Ça va bien, toi, mon beau GF? Ça va bien. On est parti dans notre deuxième saison. C'est la troisième semaine. On a eu 2 belles premières semaines. Là, Oui. on a une invitée qu'on n'a jamais eu, en fait. On va parler de boxe en plus cette semaine. C'est Un quand même sujet cool. qu'on n'a pas encore touché, avec un invité très intéressant, un gars qui a énormément de connaissances dans le domaine, puis qui travaille à temps plein dans ce domaine-là. Là. Je vais te laisser le présenter, GF. Ah, ben en fait, Jeff Jeffrey. Jeff Jeffrey, un gars qui a commencé au 91-9, parler de boxe. Il est avec Jean-Charles Lajoie. C'est vraiment Jean-Charles qui a mis Jeff sa map, je pense. Comme notre autre collègue et ami Barbu. Jean-Charles l'a pris par le cou puis l'a amené. Exactement, oui. Fait que, ouais, Jeff, il travaille encore à TVA Sport avec Jean-Charles. Jeff, il est sur les réseaux sociaux. Il aime ça parler de boxe. C'est un méchant malade. J'ai parlé une couple de fois, puis c'est un passionné. Fait qu'on va vous amener vers une entrevue avec lui. Mais avant d'aller là, on va parler de nos partenaires qui sont là d'habitude et depuis le début, en fait. Je te laisse aller avec le premier. Le premier, c'est les gars de Norton Baller, une gamme de produits de vêtements, en fait, de sport, tout simplement. Un beau gear, bon prix, bonne qualité. Ils m'ont envoyé, j'ai de leurs produits chez moi. Noël s'en vient, j'ai bien l'intention d'acheter ça à quelques-uns de mes proches. JF en arrière. Moi, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je le porte trop souvent. Il est dans le lavage, justement, présentement. Fait que les gars, Michael, Olivier de Norton Baller, trouve ton art. Allez sur le site Internet. Il y a des promotions. C'est la première collection qui ont sorti. Puis la nouvelle, la deuxième vient de sortir. Là, donc, allez voir ça. Ouais, nortonballer.com. Le deuxième, encore, ça va être un de nos chums. Ben, un chum. Moi, j'ai joué à la balle avec lui cette année, Jonathan Grenier de Construction Salimax. Ben ouais. J'ai appris à le connaître cette année. Toi, je sais que tu le connais aussi de la balle. Moi, j'avais pris une coupe de bière avec okay, un rain-out de balle, justement, chic type, Jonathan. Tout à fait. Donc, Construction Salimax. Jonathan, ils n'ont pas de site Internet, mais vous pouvez le rejoindre au 514-290-2326. Contracteur général sur la Rive-Nord depuis plus de 20 ans. Rive-Nord de Montréal. Donc, contactez-le. Il est super disponible, super bon Jack. Puis, je suis pas mal sûr qu'il va vous faire un excellent boulot au besoin. Donc, merci à nos partenaires. Oui, merci. Je veux juste, avant qu'on parle d'un autre partenaire, celui de ta casquette et de la mienne, mais j'aime mieux à l'envers. Les gens qui veulent nous regarder, encore une fois, TVC d'Argenteuil, c'est nouveau pour nous autres cette année. Les jeudis soirs, samedis soirs, je pense même les vendredis matins et les dimanches matins. Ouais. Allez sur tvcdargenteuil.com pour l'horaire. On a remplacé la messe à Télé communautaire d'Argenteuil. Oui, exact. Ça fait du bien, je pense. Malgré que c'est populaire, je pense, la messe sur les télés communautaires, mais ça, c'est un autre débat. Écoute, vous pouvez nous rejoindre aussi sur lesagentlibres.com. Ça nous amène directement sur notre page YouTube. Toutes les vidéos sont là. On a même splitté les vidéos pour faire des moins longues vidéos pour les gens qui veulent regarder les choses spécifiquement. On est sur Facebook, on met des teasers. On est sur Balado Québec. On est sur toutes les autres plateformes comme Apple Podcasts, Spotify. On est là. Vous cliquez les agents libres puis vous allez trouver tout ce qu'il y a sur nous. Fait que c'est pas mal là, Corp, que tu me dis ce que tu bois. Ben, je pense qu'on boit la même affaire, mon GF. Ben oui, on boit Amsterdam de Sir John, encore une fois, qui nous fournissent une petite bière à chaque podcast. On est bien content, bien chanceux, puis elle est bonne en maudit. Là, celle-là, particulièrement, là, j'en ai pris quelques gorgées, puis c'est une bonne. Oui, ils ont sorti ça en plus en fin de semaine. Ils ont 2-3 bières. Je ne me rappelle pas de les 3, là, mais la Amsterdam, ça faisait partie de celle-là. Ouais. Pour vrai, ils sortent des bonnes bières régulièrement. C'est une jeune micro. Ça va faire 1 an et demi à peu près. Là. Ça fait 1 an au mois de juillet, en fait. Donc, ceux qui ne connaissent pas Brasserie Sir John, allez-y. Ceux qui les connaissent, bien, continuez de les encourager. Ils sont à la chute, au 455 rue principale à la chute. Yes. Corb, on va rejoindre notre invité. Je suis prêt. Yes, sir. On s'en va là. On est maintenant avec notre invité de la semaine, Jeff Jeffrey. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, vous autres? Très bien, merci. Très bien.
Jeff, on n'avait pas parlé de boxe encore aux agents libres, puis on avait le goût de le faire, fait qu'on s'est dit on va faire signe à Jeff. Tu as accepté notre invitation, merci. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Monde de la boxe, là, gâte-nous, t'es le spécialiste pour nous autres. Donc, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? La COVID, ça aide pas. Il y a des combats qui s'en viennent, il y a des combats qui sont annulés. Localement, au Québec, aussi, il y a un gala en fin de semaine qui s'en vient. Bien, localement, c'est sûr que ce qu'on regarde beaucoup, c'est qu'est-ce qui va se passer, le tournoi des 4 As qui a été confirmé cet été. La pandémie n'a pas juste fait des mauvaises choses, elle a fait une bonne chose dans ce cas-là parce que jamais on aurait pu voir Germain affronter Yves Ulysse. Ça aurait été encore quelque chose qui est dans le folklore de la boxe québécoise. Mais grâce à la pandémie, on va le voir. Ça a fait une bonne chose parce que je pense que les fans vont être gâtés à ce niveau-là. Jeff, juste de même, OK? Je peut-être été trop vite dans mon introduction. Là. Ceux qui ne connaissent pas Jeff Jeffrey, là. Hein? Et comment ça, c'est un spécialiste de boxe? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Es-tu impliqué dans la boxe? On sait que tu es avec Jean-Charles. Parle-nous un peu de ton historique, ta collection de vidéos que tu as à la maison, ce que tu fais sur Internet, les capsules. Parle-nous un peu de comment c'est arrivé et comment ça a débuté la boxe pour toi. C'est pas arrivé J'aimerais ça te dire que c'est arrivé à un coup, puis que, mettons, que à l'époque, Mike Tyson, je suis tombé en amour avec la boxe, puis après ça, j'ai pas lâché. C'est pas arrivé à un coup, malheureusement. C'est pas arrivé comme ça. Okay. C'est arrivé par bribes. Puis il n'y a pas une raison pourquoi j'ai boxé. Il n'y a pas une raison pourquoi je me suis intéressé à la boxe aussi. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je viens d'un milieu qui était difficile, un milieu avec un père violent, un père alcoolique. Ça, c'est pas mal une des raisons majeures pourquoi je suis allé dans le ring. OK. J'ai pas pu, quand j'étais jeune, protéger ma mère de ça. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. Ça a été une des raisons plus tard qui a fait en sorte que je me suis dirigé, que ça a bâti une frustration en dedans de moi, ça a bâti une colère en dedans de moi que je n'avais pas quand j'étais petit. Okay. Puis il y a un moment donné dans ma vie que j'ai dû canaliser cette colère-là en quelque chose de constructif avant que ça me détruise, puis avant que je fasse les mêmes erreurs que mon père a faites. Par conséquent, qu'est-ce qui m'a motivé dans la boxe? Je pourrais dire... C'est sûr que j'ai regardé des combats. Je suis quelqu'un qui est excessif dans bien des choses, surtout dans les collections. Quand j'étais jeune, ça a été les bandes Disney, ensuite des choses comme ça. Puis à un moment donné, ça a été les combats de boxe. Avant même l'époque YouTube, qu'on pouvait voir les combats comme on voulait, je suis arrivé avant ça. Puis c'est probablement le combat qui m'a fait accrocher davantage. C'était celui de George Foreman contre Michael Moorer en 1994. Quand Foreman est revenu champion du monde à 45 ans, je me suis dit, waouh, c'est tellement incroyable qu'est-ce qu'il a accompli. J'ai enregistré ce combat-là. Ça a été mon premier. Puis après ça, j'ai essayé de rechercher des combats à travers des amis que j'avais, puis des collectionneurs, puis j'ai bâti une collection qui est environ de 9 000 à 10 000 combats que j'ai chez moi. Que j'écoutais, puis que je collectionnais, puis bien sûr, YouTube, à un moment donné, est venu, les gens ont pu s'éduquer comme moi, je me suis éduqué, mais j'avais une longueur d'avance quand j'étais jeune à ce niveau-là. Ça m'a fait accrocher pas mal à la boxe. Puis l'autre affaire pour ma carrière, j'ai jamais étudié en journaliste, j'ai jamais étudié en communication. C'est vraiment des domaines que je ne m'attendais pas à me retrouver plus tard. Le fait que j'ai boxé avec des personnes que je connaissais, ils m'ont dit, hey, puis que je collectionnais des combats avec, ils m'ont dit, pourquoi tu n'écrirais pas ça à la boxe? Je dis, je ne sais pas comment faire ça. Je dis, tu es à l'université, j'étudiais en histoire à l'université, en sciences politiques aussi. Puis je mélangeais histoire puis boxe. Il dit, commence à écrire par la boxe, peut-être que ça va intéresser le monde. J'ai commencé comme ça en décembre 2010, donc ça va faire 10 ans que je suis là-dedans. Okay. Sur le site Boxing Examiner, j'ai commencé à écrire en anglais parce que je n'étais pas à l'aise en français, je suis anglophone. Je sais que ça ne paraît pas comme ça, mais... Effectivement. Fait que, tu sais, j'ai commencé à écrire en anglais, puis plus tard, j'ai commencé vers 2014 à écrire en français. Fait que c'est comme ça que la boxe est arrivée. Qu'est-ce qui m'a motivé dans le domaine des communications, puis la carrière que j'ai aujourd'hui, ça a été ma famille. Pas dans le bon sens. Ils m'ont toujours dit, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, tu es un perdant, c'est un hobby, tu perds ton temps. Pas grand job dans la boxe, tu es un paresseux. Puis ça m'a donné une énergie, une drive de prouver que de leur foutre d'en face que je suis quand même arrivé à quelque chose. Puis quand j'étais arrivé à TVA Sport la première fois, puis au 91.9 avec JC,
je me suis mis à crier, surtout à mon père, que je ne parle plus aujourd'hui, puis dire, regarde, tu peux-tu me voir maintenant? Est-ce que tu me vois maintenant? Est-ce que tu m'entends maintenant? Je te l'ai mis d'en face. Ça, c'était ma victoire. Ma victoire que j'ai faite tout seul dans ma vie, bien sûr avec l'aide de JC, avec l'aide de Gonzo, puis bien des d'autres personnes. Voilà. Donc, dans le fond, t'ont donné ta première chance pour ce qui est des médias traditionnels, si on veut. Oui, mais c'est surtout grâce à Régent Tremblay. J'avais fait une vidéo promotionnelle pour Evulis, qui est un de mes grands amis. La plupart des gens le savent ça. C'est une vidéo, puis là, Régent Tremblay, qui travaillait à l'époque avec Function Grace, nous a dit, ça te tente-tu de faire un grand documentaire? Ce documentaire n'a pas vu le jour, mais il m'a quand même dit, à un moment donné, ça te tenterait-tu de travailler avec Jean-Charles Lajoie? Moi, je l'écoutais à la radio pour mes nouvelles de hockey, puis c'est lui qui m'éduquait au niveau hockey. Puis, il m'a fait venir au 91.9. Puis j'avais mon blog pareil, c'était pas mon blog, j'écrivais sur Mindfight, puis il m'a dit, écoute, il y avait déjà eu 14 à 15 recherchistes en 3 ans. Il me dit, écoute, je vais t'essayer, puis, mais tu n'as pas de carnet d'adresse, tu n'as pas, tu sais, moi, j'ai beaucoup de contacts dans la boxe, mais ailleurs, je n'en avais pas. J'ai commencé à rechercher sur 91.9, il m'a dit, écoute, je ne sais pas que j'aurais te donné une chance ou non. Je dis, écoute, achetez-moi 2 semaines, ça ne fait pas, crisse-moi à la porte. Puis il m'a essayé, puis je travaille encore avec. C'était le 12 octobre 2017, puis aujourd'hui, je travaille encore avec. OK. Fait que, somme toute, tout s'est bien passé entre vous. Oui. Oui, ça. 2 personnalités fortes, mais 2 gars qui veulent gagner. Tu sais, des travailleurs acharnés, 2 gars qui étaient prêts à aller à la guerre ensemble. Moi, je vois JC comme mon général, puis tout simplement, moi, je suis son soldat. Il a juste à me dire sur quel bouton il veut que j'appuie, puis je vais l'appuyer. OK. Est-ce que. Belle façon de voir ça. Ouais. Pardon? C'est une belle façon de voir ça. Moi, j'aime cette imagé. C'est très imagé pour moi. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu travailles encore à TVA Sport malgré tout ce qui se passe présentement? Oui, je suis là demain pour parler du tournoi des 4 As. C'est sûr que je ne peux pas cacher le fait qu'avant, j'étais là à chaque semaine. Mais je pense que la COVID nous a tous affectés. Nous a affectés d'une façon. Je connais des amis qui ont perdu des restaurants, qui ont perdu des business, des gyms. C'est pas vraiment ouvert. Ça fait mal à tout le monde. J'étais là, j'étais supposé aussi d'avoir rentré en négociation pour une émission à Cube Radio en boxe. Okay. Ça n'a pas arrivé. Donc, j'étais là chaque semaine, mais à cause de ça, je ne suis plus là à chaque semaine. On comprend que ça a affecté gravement, pas juste TVA Sport, ça a affecté les autres RDS, ESPN qui ont coupé 300 postes, qui en ont 200 qui devaient être créés, qui ne l'ont pas créé finalement. Donc, le monde du sport, pas juste en boxe, a été affecté oui, tout à fait. À plein de fois. D'ailleurs, la première affaire qui a été cancellée au monde, ça a été un gala de boxe, Victor Postol, José Ramirez, le 23 janvier 2020. Puis ensuite, le premier événement qui a été cancellé au Québec, c'était la carte de Eye of the Tiger, qui devait avoir lieu le 13-14 mars au casino. C'était le premier événement qui a été cancellé. Puis après ça, les événements ont fait boule de neige dans les autres domaines de la société. Tu as été bien impliqué quand la COVID est arrivée avec les annulations de galas et tout. Là. On t'entendait, on pouvait te lire un peu partout, tu donnais ton opinion sur la situation. Comment ça a évolué à tes yeux? Est-ce que c'est rendu correct? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce que tu es rendu où par rapport à la COVID et l'organisation des galas de boxe? Hein? En fait, en tant que boxeur, c'est difficile. La seule affaire que je peux entraîner présentement avec Rénal Boisvert, qui est mon entraîneur, c'est le jeu de pied. En tant que chroniqueur de boxe, c'est difficile aussi. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas arrivées au niveau pour Oscar Rivas, Marie Abdiker encore, ou plusieurs autres boxeurs qui ont de la misère à se garder actifs. Ouais. Ça fait mal à pas mal toutes les promotions. J'espère, comme n'importe quoi, ça va aller mieux pour l'année prochaine. Puis je pense que le tournoi des 4 As, c'est un baume pour les fans québécois. J'espère que ça va se replacer. OK. Parle-nous-en donc un peu. Il va avoir lieu, je sais que tu en as parlé, tu en as glissé un mot tantôt, mais ça va avoir lieu, les dates, les 4 personnes qui vont se battre, l'endroit, tout ça. Peux-tu nous en parler? C'est sur Punching Grade, je pense. Oui, sur Punching Grade. Oui, c'est ça. OK.
Le 21 novembre, Rimouski, David Thérault contre Steve Laguette, puis la finale qui était, dans le fond, ça a été une finale, mais qui a été tirée direct au début, qui était Yves Ulysse contre Mathieu Germain. C'est les deux poster boys de la compagnie, si on veut. On sait que Yves Ulysse est moins dans les bonnes grâces que Camille, que Mathieu, parce qu'Yves Ulysse veut faire les affaires à sa façon, puis c'est correct aussi. Il a été chercher son propre entraîneur, il était Iceman John Scully, là, il s'entraîne avec Rénal. Mais tous les gens voulaient voir ce combat-là. Moi, je voulais voir ce combat-là, puis j'espère que vous voulez aussi le voir. Puis il y a eu beaucoup de bruit cette semaine avec Yves Ulysse qui ne s'est pas montré en conférence de presse, ces choses-là. J'ai eu des belles conversations cet automne avec lui, puis cet été, par rapport à ça et à autre chose dans qu'est-ce qu'il devait améliorer. Donc, non, c'était intéressant qu'est-ce qui va se passer. Le tournoi des 4 As, c'est 4 boxeurs, Mathieu Germain, Oui. C'est qui les deux autres? On va juste donner plus... Steve Caglette, David Thérault. Mais David Thérault, okay, c'est ça. Avec gros changement, il n'est plus avec Stéphane Larouche. Okay. Donc, je donne... c'est un boxeur extrêmement combatif, mais quand tu n'as pas un Stéphane Larouche dans ton coin, c'est sûr que tu perds une longueur d'avance. OK. Ça peut affecter un combat au complet. Oui, on sait comment que Stéphane Larouche a amélioré la carrière de Jean-Pascal, qu'on pensait totalement détruite. Puis tout d'un coup, en 2019, boum, Jean-Pascal a 2 belles victoires contre Marcus Brownie puis Badou Jack. Ouais. Donc, on sait qu'est-ce que Stéphane Larouche est capable de faire avec un boxeur. OK. Puis toi, si on parle d'un boxeur présentement au Québec, là, tout poids, tout confondu, qui tu nous dirais de regarder qui est un peu moins connu? Moi, c'est Lexon Mathieu. Okay. C'est lui qui me fait triper. Il y a une présence, il y a une assurance. L'assurance d'un gars qui est champion, mais il ne l'est pas. Mais il agit en tant que tel. Il croit en son talent. Puis il y en a qui disent c'est de l'arrogance. Non, il ne faut pas le penser de même. Il faut que tu sois sûr de toi quand tu commences quelque chose en boxe. Lexon Mathieu a l'habilité aussi, la grande habilité de boxer autant gaucher que droitier, comme Marvin Hagler l'avait, cette habilité-là. Il est non seulement très mobile, très rapide, mais il est très puissant, comme on peut voir aussi. François Duguay a tout un bijou entre les mains. Je pense que Lexon Mathieu va être la prochaine grande vedette du Québec, le successeur légitime de Jean-Pascal. OK. Quand même. Tantôt, tu parlais de ta collection. Là, une petite question de même. Y a-tu un combat dans ta collection qu'à chaque année, tu reviens, tu le regardes, puis c'est comme... tout le temps, celui-là qui revient. Là, comme des vieux films là, qu'on revient là, tout le temps. Là. Je regarde, c'est drôle que tu me dises ça parce que justement, c'est sûr, je regarde souvent la trilogie Ward, Gatsby, Ali Fraser, les combats de Mike Tyson, bien entendu, mais mon combat préféré, je pense, il y a toujours celui de Foreman Maurer, mais j'aimais beaucoup Acilino Freitas contre Diego Corrales. Un boxer-puncher qui pouvait puncher fort, se déplacer, un ancien joueur de soccer, football européen, qui avait des bonnes jambes. Puis, écoute, c'est même ce gars-là, Floyd Mayweather ne voulait même pas l'affronter à Acilino Freitas. C'est à ce point-là, c'était le kingpin des 130 livres. Gagné ses 29 premières victoires par knockout. Une vedette au Brésil. D'après moi, c'est mon combat préféré. Acilino Freitas contre Diego Corrales, oui. OK, quand même. Honnêtement, je ne sais même pas c'est qui les deux. Fait que je vais peut-être aller voir ça. Il doit être quelque part. Là, juste pour te donner situé, Diego Corrales il a gagné combat de l'année contre José Luis Castillo en 2005. OK. Castillo a foutu Corrales 2 fois à terre dans le 10e round. Puis il pensait que c'était gagné. Corrales a trouvé un moyen de revenir puis il a knocké Castillo. Okay. Même s'il avait été 2 fois à terre. C'était un combat à la Rocky. Tu ne pouvais pas écrire. Ouais, c'est ça. C'était incroyable. C'était vraiment un très beau combat. Il y a deux combats qui s'en viennent. Je n'ai pas le choix de t'en parler. OK. C'est deux combats. En tout cas, le premier, les deux impliquent Mike Tyson. Ah! Ouais. Le premier, on va parler du plus sérieux, même si c'est un exhibition. C'est la semaine prochaine, le 26 ou le 28, je me souviens plus. Le 28. Le 28. Ouais. Tyson contre Roy Jones. C'est quand même, moi personnellement, c'est 2 boxeurs que j'ai suivis là, au cours des années. C'est deux emblèmes, là, Roy Jones et Tyson. Parle-moi de ce combat-là. Toi, Tyson, c'est quand même quelqu'un que tu t'admires. Tyson est mon boxeur préféré, va toujours l'être. Ça m'a fasciné comment Tyson, avec sa petite stature, a dominé les poids lourds parce qu'il n'est pas très grand. Hein? Puis il n'a pas d'une grande portée, mais le style peekaboo de Gus D'Amato qui a été impliqué
aux étoreuses, Stuart Patterson avant lui, qui a été insufflé à Tyson, l'a permis de dominer. Il battrait n'importe quel des poids lourds aujourd'hui. Après moi, c'est le meilleur poids lourd de tous les temps. Roy Jones Jr., c'est tout simplement rien de moins que Superman. Il était incroyablement rapide. Roy Jones n'a même pas besoin de jabber avant d'envoyer un crochet. D'habitude, on dit le crochet sur le jab en boxe, c'est une des premières affaires qu'on t'apprend. Mais sa rapidité faisait qu'il était capable de démembrer à peu près n'importe qui. Mais c'est un combat qui est intéressant sur plusieurs facettes. Premièrement, on dit que c'est une exhibition, mais ce n'est pas une exhibition. Parce que la WBC va mettre une ceinture en jeu là-dedans, mais le gagnant va rentrer dans les classements des poids lourds de la WBC. Donc, okay. Est-ce que c'est une exhibition? Est-ce que ce n'est pas une exhibition? On sait qu'est-ce que Mauricio Sulaimán veut faire. Les Sulaimán était très fasciné envers le cas Tyson des années 90-80. Puis son fils n'en fait pas exception. Mike Tyson est le plus jeune champion des lourds en novembre 1986, le 22 novembre. Mais Sulaimán veut en faire le plus vieux champion des lourds aussi à 53 ans. Donc, il veut le rentrer dans le classement pour éventuellement qu'il affronte un gars comme Anthony Joshua ou Tyson Fury. C'est une exhibition, mais qui s'en veut pas une en même temps. C'est pour ça que c'est aussi fascinant de voir ça. Puis pourquoi que le monde parle plus de Tyson que de Roy Jones dans le combat? Ben, c'est simple. La première affaire qui part chez un boxeur, c'est sa vitesse. Donc, Roy Jones, on l'a vu, sa descente aux enfers après sa grande victoire contre John Ruiz en 2003. D'ailleurs, il voulait affronter Tyson à cette époque-là. Tyson avait tellement de problèmes de consommation, ça ne s'est pas arrivé. Après ça, après avoir été champion de la WBA des lourds, il est redescendu dans les mi-lourds. Là, sa descente a été vertigineuse. Sa rapidité n'était plus là, sa concentration non plus. Il y a eu des victoires, des défaites violentes par knockout, par Danny Green, Danny Lebedev, Enzo Maccarinelli. Allez voir ça, c'est incroyable. Je ne peux pas croire qu'il veut continuer à boxer. Mais autant en vitesse qu'en défense qu'en attaque, il n'a plus sa vitesse. Donc, il va être extrêmement vulnérable envers Tyson, qui, d'après moi, va commencer très vite le combat. Donc ton pronostic, si tu avais à mettre de l'argent, tu le mettrais sur Tyson. Je le mettrais sur Tyson. Mais tu sais, j'ai vu Tyson aussi en 2005 contre Kevin McBride. D'ailleurs, c'est le seul boxeur dans l'histoire des lourds qui a pris sa retraite pendant un combat. Tyson est arrivé dans le combat contre Kevin McBride totalement flat. Il mordait son gant comme il faisait dans les amateurs quand il faisait de l'anxiété. Puis il est arrivé dans le 6e round, il ne faisait rien dans le combat. Il n'était plus là, il n'était plus actif. Il ne se roulait pas ses adversaires comme il faisait au début de sa carrière, dans ses belles années. Puis un année après le 6e round, il disait à son coach, sais-tu quoi, moi, c'est assez. À Jeff Fenech, il dit ça. Moi, je prends ma retraite là. Moi, je ne veux plus rien savoir de la boxe. Bien sûr, ça lui a occasionné une défaite. Assez étrange, mais oui, il a pris sa retraite en plein milieu d'un combat. Wow. Mais moi, je ne vois pas comment Roy Jones va être capable de sortir de là. Il a beau avoir une bonne défense, mais Tyson, on le voit, là, il montre des vidéos. Il a perdu sûrement un peu de sa puissance, mais il a encore beaucoup de puissance par rapport à Jones. C'est ça qui est intéressant. Roy Jones n'a pas une bonne défense. Il n'a jamais appris à se protéger adéquatement. Sa défense venait essentiellement de sa vitesse. Donc, quand la vitesse a commencé à dropper, il se faisait atteindre par des coups qui ne devaient pas se faire atteindre normalement. Mais on a vu les vidéos de Tyson à 53 ans d'entraînement. Vous les avez tous vues, je suis sûr. Ben oui. Mon Dieu, c'est terrifiant. Ben oui, c'est terrifiant. J'ai peur. Je suis content de ne pas être ce sac-là, moi, là. Je suis content de ne pas être son sparring partner. Je dis, oh, mon Dieu, il y a 53 ans, la vitesse est encore là. La puissance, ça, tu as ça jusqu'à ta mort. Mais il est agressif, il est féroce. Il a l'impression qu'il a retrouvé, qu'il a connecté avec son agressivité, qui a fait de lui un des 4 grands intimidateurs de la boxe, une terreur des lourds. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, Roy Jones, c'est pour ça quand tu dis que c'est une exhibition, mais ça n'en est pas une, j'ai l'impression, ça me surprend un peu dans le sens que Roy Jones, qui se lance là-dedans, c'est pas une exhibition. Ça pourrait être dangereux ça pourrait être dangereux, certain. Là. Mais ouais, parce que l'exhibition, puis on va y revenir, puis ça, c'est ma deuxième question pour le deuxième combat, mais c'est souvent qu'on veut arranger les règlements, puis arranger les poids, puis tout ça, fait qu'on dit que c'est une exhibition. Mais c'est ça, ça risque d'être dangereux pour Roy Jones. Je le pense. Ma deuxième question, vous savez exactement où je m'en vais, mais Tyson contre M. Georges Laraque. Oh my God! Ça, c'est une vraie exhibition. Là. Je pense que Georges l'a bien expliqué que c'était vraiment pour ramasser de l'argent et tout, mais avec ça reste les casques et tout. Là.
Oui, mais ça reste que ça peut être dangereux quand même. Ben oui. Je connais Georges Larac personnellement. J'ai travaillé avec 2 ans au 91.9 FM. Je l'ai côtoyé à chaque jour. D'ailleurs, on se tiraillait assez violemment à chaque jour. Quand je dis violemment, des fois, ça commençait à être très sérieux comme échange. Si moi, je suis capable de faire mal au corps avec mes crochets à Georges Larac, je ne peux pas imaginer ce que Tyson peut y faire. Ouais. Je ne suis pas Mike Tyson. Je suis loin d'être Mike Tyson. Mais je suis un boxeur agressif quand même. Néanmoins, Georges fait la bonne chose. Quand que tu veux faire parler de toi, tu associes ton nom avec quelqu'un de plus populaire. Comme Simon King l'a fait avec Tyson Fury. Tu fais surfer ton nom avec quelqu'un de populaire. David Lemieux a fait la même affaire pour Canelo Alvarez. Il met son nom dans la même phrase qu'une vedette, un pound for pound best, donc en espérant que ça attire l'attention. Puis c'est une stratégie marketing qui fonctionne bien dans le boxe aujourd'hui. Puis pour Georges Larac, peut-être. C'est bien résumé. Petite question parce que tu as soulevé son nom. Là, on parle de David Lemieux. Moi qui est un fan de boxe assez, comment je te dirais bien ça, occasionnel, je choisis mes combats. Moi, David, ça a toujours été le boxeur. C'est le gars que je suis depuis le début de sa carrière et qui m'impressionne vraiment. Là, quand il est allé affronter Triple G, quand il est allé affronter à New York, il a comme tombé dans une autre ligue dans ce combat-là. Il s'est rendu compte qu'il n'était peut-être pas prêt pour ça. Est-ce que le meilleur, ma question, là, c'est est-ce que le meilleur de David Lemieux est derrière ou devant lui? Il est derrière lui. OK. Malheureusement. David Lemieux je vais le dire plain, est indiscipliné au niveau poids. Ça l'a rattrapé dans certains de ses combats, c'est qu'il commençait sa coupe de poids trop tard dans son camp d'entraînement. Mm-hmm. Donc, ce qui faisait qu'il arrivait souvent dans les pesées officielles qui avaient l'air d'un zombie ou que le combat était annulé, comme James De La Rosa en 2016 ou Cyrano Johnson en décembre 2018. David Lemieux est terrifiant à 160 livres. D'ailleurs, tu parlais de votre boxeur préféré. Tu me demandes sur la scène locale québécoise, David Lemieux est mon boxeur préféré. Juste entendre la puissance de ses coups, moi, c'est incroyable, c'est jouissif, c'est à ce point-là. Mais à 160 livres, il est terrifiant. À 168 livres, c'est parce que les gars sont plus grands. Ils n'ont pas la même genre de morphologie. Ils ont une plus grande portée. Puis on a vu même contre Francis Ngannou, après 3 rounds, David Lemieux a la misère à frapper par en haut parce qu'il s'épuisait à frapper sur les bras d'Ngannou pour tasser ses bras. Il n'était pas capable de se créer d'ouverture, d'avoir assez de patience pour se créer d'ouverture. Puis on a vu qu'est-ce qu'il a pu faire contre un boxeur qui avait un bon jeu de jambes comme Billy Joe Saunders. Lemieux n'est pas capable de couper le ring non plus. Donc, malheureusement, je pense que les meilleures années de David Lemieux sont derrière lui. Puis jamais à 160 livres serait capable de battre un gars comme Callum Smith, John Ryder, qui est peut-être même plus petit, mais il est gaucher puis il est incisif. Ou encore un gars, un boxer-puncher qui a une bonne portée, une bonne force de frappe comme David Benavidez. Non, je trouve que c'est de l'obstination de la part de Iron Tiger Management et David Lemieux. Et malheureusement, c'est une perte de temps. Okay. Donc, ce serait quoi le meilleur chemin pour David Lemieux, selon toi? De retourner à 160 livres. OK. Rien de moins. Même s'il y a de la misère avec son poids? Même s'il y a de la misère, ben, c'est lui qui dit ça. Ouais. Mais si tu ne veux pas le faire, tu montes d'une catégorie de poids. Mickey Ward a fait 140 livres toute sa carrière parce qu'il est extrêmement discipliné sur son poidd. Un moment donné, même à 40 ans, il est extrêmement discipliné pour son poids. Donc, je pense juste que c'est un petit manque de discipline. Je ne comprends pas que David Lemieux ne puisse pas réaliser que ses meilleures chances, c'est à 160 livres. Où est-ce qu'il a battu quand même Hassan N'Dam-Jikan, Curtis Stevens, Gabriel Rosado? C'est pas n'importe quoi qu'est-ce qu'il a battu. Là. Il a battu des bons boxeurs à 160 livres. Puis il y a une force de frappe terrifiante à ce poids-là. Je n'ai pas l'impression qu'à 168, il y a cette même force-là parce que Max Bursac, en passant, c'était supposé être un walk in the park, une promenade dans le parc. Puis ça a effleuré le désastre. Francis Ngannou, il a fait 5 rounds, alors qu'il n'était pas supposé, d'après moi, d'en passer 2 ou 3. Puis on voyait qu'il commençait, comme je disais, à avoir de la misère à frapper par en haut. Il va faire quoi contre un 168 livres vraiment aguerri comme Smith ou encore David Benavidez? Non, j'y crois pas. Désolé. Est-ce qu'on va revoir Jean-Pascal dans le ring bientôt? Oui, 2021, d'après moi. Jean-Pascal est présentement en entraînement avec Stéphane Larouche. Pascal, je vais lui donner quelque chose. Il est
trouvé une motivation qui avait, on dirait, perdu, on dirait, un peu avant 2018. Puis ça, je donne le crédit à Stéphane Larouche là-dessus, qu'il y a une chimie qui s'est créée entre ces deux gars-là. Ils se sont compris. OK. Si Jean-Pascal aime faire les affaires un peu à sa façon, mais Stéphane Larouche l'encourage là-dedans en lui montrant les choses qu'ils peuvent améliorer en même temps. Donc, sa main droite, qui a été un grand succès contre Marcus Browne. Oui, on va voir Pascal en 2021. Il y a un rematch contre Badou Jack qui est supposé se concrétiser. Okay. D'ailleurs, Badou Jack va se battre en sous-carte de Tyson contre un adversaire plus ou moins connu. Mais c'est pour se mettre en forme. Mais en même temps, il faut qu'il revienne le plus vite possible parce que Jean-Pascal a quand même 38 ans. Oui. Exact. Le poids des années peut aller plus vite qu'on pense des fois. Oui, des fois, ça change les choses très rapidement. Effectivement. Y a-t-il des choses qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines ou dans le prochain mois en boxe? Le prochain mois en boxe, comme que il y a un combat qui vient de se concrétiser que je suis surpris. Ça a été le combat d'Asalo Alvarez contre Callum Smith, justement. Je pense que ça va être à surveiller pour deux raisons. Premièrement, Saúl Alvarez est intéressant dans le fait qu'il ne donne pas beaucoup de chance à ses adversaires avant le ring, avant le combat, je veux dire. Je ne m'attendais pas à que Canelo se batte en 2020, mais il a concrétisé un combat le 17 novembre pour le 19 décembre. Puis c'est arrivé assez vite contre Callum Smith, puis il n'a pas vraiment laissé de chance à... Tu ne peux pas te préparer adéquatement en 5 semaines pour un combat. Tu as besoin de 10 semaines minimum pour bien te préparer contre un combat. Mais on sait que Canelo a fait la même stratégie avec Sergey Kovalev, ce qui a été profitable pour lui. Kovalev n'était pas prêt quand il a affronté Alvarez, mais un chèque de 12 millions, c'est toujours attrayant pour changer la vie de quelqu'un. Donc, mais qu'est-ce qui est intéressant? La deuxième raison pourquoi le combat est intéressant, c'est que Canelo Alvarez est champion de la WBA régulier des 168 livres. Okay. Le champion réel, c'est Callum Smith de la WBA. Est-ce que la WBA va en profiter pour scinder les deux ceintures ensemble? Finalement, oui, parce que là, on a un problème. Il y a trop de ceintures, il y a trop de catégories. Il faut finalement faire en sorte que... Puis moi, je suis la boxe depuis des années et des années, mais les fans qui commencent à suivre la boxe, pourquoi ils s'en vont vers la UFC? C'est parce qu'il y a un champion par catégorie à UFC. Ce qui n'est pas le cas à la boxe. Oui, c'est un peu moins mêlant en UFC qu'en boxe. Des fois, des créations de ceintures, puis il y a un paquet de ceintures, puis tu ne sais pas pourquoi. Et je les comprends. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver en boxe ou c'est trop vieillot comme mentalité, puis ça ne changera jamais? Ça ne va pas dans le bon sens, malheureusement. La WBC s'est ridiculisée cette année en créant le titre franchise. D'ailleurs, ce qui enlevait le titre de champion à Lomachenko puis certains d'autres boxeurs et envoyait un titre par email à David Haney pour qu'il devienne champion du monde de la WBC des légers. Le titre franchise n'était pas supposé être transférable. Saúl Alvarez a hérité aussi de cet honneur-là. La WBA a gardé le titre régulier et le titre super WBA. En passant, Jean-Pascal n'est pas champion du monde. Il est champion du monde de la WBA régulier. Le champion vraiment réel à battre, c'est Dimitri Bivol. Mais ça porte beaucoup de confusion. Donc, je ne pense pas qu'on va dans le bon sens. Puis d'ailleurs, que la WBC veut créer une nouvelle catégorie entre les 200 et 224 livres qui s'appelle le Bridgerweight. Ça, c'est quelque chose qui va tuer tout simplement l'histoire des lourds parce qu'on s'entend qu'Ali n'était pas 224 livres, il était 215. Tyson était 215-220 livres. Evander Holyfield était 215 livres aussi. Rocky Marciano était 188. Puis Lewis était 205. Joe Louis, je veux dire. Mais ça va pas dans le bon sens, non? Trop de titres, trop de confusion, trop de monde qui prétendent être les champions. La seule façon que je peux prétendre être meilleur qu'un autre, c'est d'être champion unifié. Ces combats-là, souvent, sont durs à matérialiser en termes de négociation parce que les promotions tirent trop leur couverte de leur part avec trop de réseaux de TV qui se font la guerre DAZN contre Top Rank. UFC n'ont pas ce problème-là. Donc, je ne peux pas blâmer les fans de la boxe de se tourner vers la UFC pour la simplicitude de la chose. Il faut vraiment que la boxe s'inspire de ça. DAZN s'est d'ailleurs séparé Ça s'est arrivé, je ne sais pas si ça s'est réglé, là, mais c'est en cours, je pense. Là. C'est DAZN puis Canelo. OK. Avec Canelo, ça s'est arrivé. Puis c'est pourquoi qu'ils se sont séparés les deux? Est-ce que tu es au courant?
En fait, Canelo, ça faisait longtemps qu'il voulait se séparer de Golden Boy Promotion. Puis il sait qu'il peut attirer plus d'argent qu'un 11 combats pour 365 millions. On s'entend, 365 millions pour 11 combats, c'est beaucoup. Mais quand tu sais qu'un boxeur peut faire... on sait que, je pense, McGregor et Mayweather ont généré des revenus de 1 milliard. Je pense qu'Alvarez veut aller dans le 50, 60, 70 millions par combat. Puis il a blâmé DAZN et Golden Boy. Hey, vous ne m'avez pas fait boxer en 2020. Ouais. La seule affaire qu'il a oublié, c'est que c'est la pandémie. C'est dur de faire boxer tout le monde en 2020. Oui, Top Rank a fait des belles choses. DAZN ont tardé. D'ailleurs, DAZN c'est un site désastre. J'essaie de regarder le combat Caddy Taylor comme la semaine passée. Ça buguait, ça laguait tout le temps. Ils ont besoin de s'améliorer et vite. Punch and Grace aussi ont besoin de s'améliorer sur bien des choses aussi. Je pense qu'ils vont le faire. Mais je pense qu'Alvarez va avoir plus d'argent ailleurs. Il va boxer sur DAZN contre Callum Smith pour un combat un contrat d'un combat. Mais je pense qu'il va se diriger vers des gens comme MTK Global, Top Rank, qui vont être capables d'y donner beaucoup plus d'argent que ça. Ils ont fait une superstar de Tyson Fury, qui est un boxeur moyen, à mon sens. Ouais. Regardez qu'est-ce qu'il pourrait faire avec Canelo Alvarez. Il parle d'un combat Fury-Joshua. Oui, il parle de ça. Est-ce que tu penses que ça peut se matérialiser? Oui, mais Tyson Fury utilise la méthode Donald Trump. C'est intéressant la façon qu'il fait ça, c'est qu'il dit mon rematch contre Wilder est expiré, alors qu'il n'en est rien. Son rematch n'est pas expiré. Il doit y donner un troisième combat. C'est pour ça qu'il n'a pas été capable de donner son combat du 5 décembre, contre peu importe. C'était Ajit Kabayev qui était le front-runner pour le combat. Puis au début, il voulait donner un combat sans le titre en jeu. Moi, j'ai de la misère avec ça. Si tu es champion du monde, tu défends ton titre. Oui. Pas le contraire. Sinon, tu ne peux pas te promener dans les rues de Londres ou en Angleterre avec la prétention que tu es champion quand tu ne défends pas ton titre. J'ai bien de la misère avec Tyson Fury à ce niveau-là. Sa fiche est un peu risible. À part Wilder, puis à part son fixe contre Vladimir Klitschko, qui n'a rien fait pour cette soirée-là, puis c'était un combat qui était vraisemblablement truqué, il n'y a pas grand-chose en dessous de la cravate, mais il attire. Puis ça, Tyson Fury contre Wilder, s'il passe Wilder, il m'a impressionné, par exemple, contre Wilder, ça je donne. S'il passe Wilder, on se retrouve contre Tyson Fury, Anthony Joshua pour les 4 titres majeurs, 2 Britanniques, 2 Anglais qui vont s'affronter à Londres, au cœur de l'Empire britannique. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis la boxe légale en 1867 sous la reine Victoria Ier et par le marquis de Queensberry. Ça va être énorme. Ça va être le combat le plus lucratif de tous les temps. Une petite parenthèse pour nous parler de tes études en histoire à l'université. Oui, c'est une parenthèse. Oui, je me souviens des événements comme ça, des dates, des affaires de même, ça reste tout le temps dans moi. Ça. C'est à un moment donné, c'était à l'université que je me suis rendu compte. Je rentrais le matin à 5h45 à l'université, 3-4 heures avant mes cours. Puis j'allais tout le temps sur BoxRec, j'allais tout le temps voir sur ESPN qu'est-ce qui se passait. Puis je négligeais plus mes cours, mais je négligeais pas ma boxe. J'étais bon pareil à l'école, j'étais excellent en histoire, mais à un moment donné, j'ai compris était où ma réelle passion. Ouais. J'ai compris que rien allait me déroger de la boxe. Avant qu'on se laisse, j'ai une question, moi, pour toi, moi que David, un autre après, mais tu viens de parler de Fury. Il y a eu des rumeurs avec Simon Keane. Tout ça, évidemment, ça a pris le bord. Là. Mais j'ai envie que tu me parles de Simon Keane dans le sens qu'il n'y a pas si longtemps, avant son knock-out, en fait, là, on le voyait quand même. On savait qu'il n'y avait pas nécessairement la vitesse et le talent pour devenir champion du monde, probablement, mais il y avait quand même un espoir envers Simon Keane pour qu'il devienne peut-être la face de la boxe au Québec. Je dirais des poids lourds. Des poids lourds, oui. Là, je trouve que c'est rendu risible, son affaire. Il se présente, il dit des affaires, il a l'air comme mêlé, comme un jeu de cartes. Moi ça je l'aimais bien avant. Là. Mais parle-moi un peu de sa sortie contre Georges Larac aussi, le petit combat entre les deux. Bref, Simon King, il se s'en va où, sa vie? Là, il s'est blessé dernièrement, là, mais son combat est annulé, si je ne me trompe pas. En fait, je pense que tu fais allusion aussi avec son association, son amour envers Donald Trump. Oui, c'est vrai, j'oubliais ça. Qui n'a pas amélioré son il y a bien du monde qui ont sourcillé là-dessus. Je vais essayer de respecter son opinion, mais j'ai bien la misère à appuyer
un gars qui est un suprématiste blanc avoué. Je ne parle pas de King ici, je parle de Trump. Non. King, par exemple, qu'est-ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il n'a pas eu le surnom du Grizzly pour rien. Il a une incroyable force de frappe. Mais là, on voit que le poids lourd numéro 1 au Québec, c'est plus lui, c'est Arslanbek Makhmoudov. Ouais, définitivement. On voit qu'Iron Tiger croit beaucoup plus en Makhmoudov, puis avec raison. Entraîné par Mackenzie, une incroyable force de frappe, incroyablement intimidant dans le ring. Il a fait d'une bouchée de Samuel Peter, ancien champion du monde WBC, même s'il était vieillissant, il a quand même knocké à peu près 1 minute et demie. D'une gauche, il a sorti Carmen. Simon King, tu vois tout le temps dans un combat, si tu veux savoir comment ça se passe dans un combat, si ça se passe bien ou non, regarde les jambes du boxeur. Regarde tout le temps les jambes du boxeur. Puis, King, quand il boxe, ses jambes sont tout le temps en déséquilibre, il sautille tout le temps, il a de la misère avec ses déplacements, avec son équilibre, parce qu'il est tout le temps incroyablement nerveux. Il a peur de se faire frapper. Sa défaite contre Carmen a prouvé ça. Je pense que King, malheureusement, va être un peu comme David Cadieux, Patrice Lheureux, va être un excellent boxeur local, mais ne sera jamais parmi l'élite des poids lourds. C'est pour ça que même si Tyson Fury, je ne trouve pas qu'il mérite d'être dans la même phrase que Joe Louis, Tyson et Ali, Tyson Fury est quand même une coche au-dessus de Simon King. Ouais. Beaucoup plus rapide. Non, je ne vois pas nécessairement comment King peut devenir un boxeur sérieux au niveau international. Okay. Bien d'accord avec toi. Oui, c'est ça. On partage la même opinion. Je suis content de savoir ça. Hey Jeff, merci d'avoir pris du temps avec nous autres. Oui, merci. Si on veut te lire, si on veut te voir, si on veut t'écouter, réseaux sociaux, les gens vont où? J'ai mon propre site qui s'appelle Jeff Jeffrey, la box expliquée. On appuie sur la rubrique chronique. J'écris des chroniques à l'occasion. Okay. Je fais aussi des capsules sur Twitter, sur mon Facebook, sur Instagram. Donc, Instagram, c'est Jeff, Jeff Jeffrey Box. Twitter, c'est Jeffrey Box. Je suis souvent là-dessus. Puis demain, je vais faire une belle chronique à TVA Sport dans le show de Jean-Charles Lajoie. Donc, on peut me suivre beaucoup pour Twitter aussi. Oui. Parfait. Good. Excellent. Un gros merci beaucoup, Jeff, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Grosse entrevue box. Jeff Jeffrey, TVA Sport 91.9. Pour vrai, plusieurs connaissances. Il m'a ouvert l'esprit sur la boxe un peu. C'était bien intéressant. Ça fait changement aussi. Là, on n'avait jamais parlé de boxe. On a parlé de l'UFC, on a parlé d'autres choses, mais de la boxe. Puis pour vrai, ceux qui ne connaissent pas Jeff, allez le suivre sur Twitter. Là, si vous avez un compte, il est très actif. Il pose beaucoup d'affaires. Sur Facebook aussi, il pose beaucoup de vidéos. On parlait de ses 9 000, 10 000 vidéos. Il va prendre un combat souvent, il va le mettre en background, puis il va parler de ce combat-là. Donc, ça peut être assez intéressant de suivre. Puis là, on va parler d'un autre sujet qu'on parle juste à l'occasion avec un de nos chroniqueurs, mais la semaine passée a eu lieu le repêchage de la NBA au basketball. Fait qu'on s'en va rejoindre Kevin Vallée pour la chronique. On le fait rentrer à l'instant. Kevin Vallée, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, vous autres, en fait? Ben oui, ça va super bien, Merci. Kev, je ne perds pas mon temps tout de suite à te poser 1 million de questions. Hier, c'était une grosse journée dans la NBA, une grosse journée pour toi. Écoute, comment ça s'est passé? Ben, c'est la journée de Noël, je pense. Puis, tu sais, le temps des fêtes a commencé pour moi lundi avec quand en fait, le roster a été dégelé dans la NBA, puis il a commencé à avoir des transactions. On a vu Chris Paul qui a été échangé. Mais hier, c'était vraiment Noël, principalement parce que j'ai passé des heures et des heures à analyser les gars qui sont sortis hier au repêchage. Je dois te dire que dans les 2 dernières semaines, ça se compte en dizaines d'heures, 40, 50. Fait que j'ai vraiment travaillé fort là-dessus. Donc hier, c'était un peu on arrivait au sommet de tout ça, puis c'était cool de voir les gars sortir, puis voir à quel point j'ai eu quelques calls qui étaient très bons. J'ai été fier de certains de mes calls, sérieux. Mais non, ça a été fantastique. Puis tu sais, moi, j'ai eu la chance à mon émission au 91.9 la fin de semaine d'en parler beaucoup. Hier, j'ai fait ma tournée, dans le fond, dans quasiment toutes les émissions à la station pour en parler. Fait que c'était bien cool, puis c'est pas terminé. À partir de maintenant, la NBA, ça start, puis ça arrête pas jusqu'à la finale. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles de tes bons coups, là. Vas-y donc. Qu'est-ce que tu avais calé là, que tu peux braguer aujourd'hui? Ben, le top 3, je veux pas trop braguer parce que tout le monde s'y attendait dans un certain sens. T'sais, Edwards numéro 1, c'était vraiment Edwards ou Ball.
Puis Wiseman, numéro 2, ça, c'était pas mal seté dans le béton, à moins que tu avais les Bulls qui auraient trade up pour aller chercher Wiseman ou Ball, peu importe. Donc, ça j'avoue que j'ai été quand même fier. Puis après ça, j'ai eu une coupe de choix parce que dans le fond, nous autres, moi puis mon ami Manuel, les deux gars qui suivent vraiment le repêchage pour aller up, on avait fait un mock draft ensemble. Fait qu'on avait un mock draft des prédictions, donc selon ce qui passait dans les médias, et on avait notre choix aller up. Et dans les 8 premiers choix, il y en a 7 qu'on a eu. Fait que ça a quand même bien été. À chaque choix, il y avait quelque chose qui était bien. Mais vraiment, le choix que j'ai été fier, c'est que dans mon thread sur Twitter, quand je parlais du repêchage, je disais que les Hawks d'Atlanta au 6e rang, je les voyais prendre Onyeka Okongwu, le joueur de centre qui vient du Nigeria, pardon. Et puis, mon bon ami Charles Dubébret des Raptors 905 m'avait répondu « Non. C'est quasiment impossible que les Hawks aillent chercher un centre. Ils ont Clint Capella. Finalement, il faut croire que j'avais une boule de cristal. J'ai été bien fier de ma shot à ce moment-là. » Nice. Y a-tu des moves qui t'ont surpris? Y a-tu des choix qui t'ont surpris? Ben, puis moi, je veux parler un peu, Kevin. Dans le fond, j'ai écouté tout, parce que Kevin, tu as aussi un podcast, une émission qui est à 91.9 que vous transférez en podcast, à Léo 360. Puis j'écoutais ça, puis vous parliez de votre top 10 pour cette année, puis il y avait du gros rise sur Patrick Williams. Fait que là, je le regardais, puis moi, j'ai resté surpris de le voir sortir 4e, toi. Ben, j'ai pas été surpris. Je veux dire, c'était pas mon choix. Mais je veux dire, les Bulls avaient besoin d'un ailier qui est bon défensivement pour un peu coller les morceaux avec Kobe White et Zach LaVine qui sont moins bons défensivement. Lauri Markkanen en position 4 qui est aussi moins bon défensivement. Donc, c'était le move logique. C'est juste que c'est pas ce qui circulait nécessairement dans les médias. Donc, moi, Williams, j'ai pas été surpris. C'est sûr que l'amateur moyen va dire, ben voyons donc, ce gars-là, il était sur le banc dans la NCAA cette année. Mais il faut pas s'arrêter à ça. C'était le Six Man of the Year. Ça a été tout un joueur. Puis je pense que défensivement, c'était probablement peut-être pas le meilleur, mais l'un des 2 meilleurs avec Isaac Okoro. Donc, j'ai été impressionné. Puis c'est un gars qui, en fait, son upside offensif m'intéresse beaucoup plus que celui qu'Okoro. Fait que moi, au final, j'ai juste été content de voir qu'il sorte avant Okoro parce que c'était un peu mon feeling. J'ai l'impression que dans une couple d'années, Williams, en développant son tir, va devenir tout un joueur. Donc oui, ça, j'ai été agréablement surpris. Je te dirais que FDA qui sort numéro 9, ça m'a un peu... Moi, je pensais qu'il sortait 4-5. Il y a un peu de bias là-dedans parce qu'il était numéro 1 sur ma liste, même si je savais qu'il n'allait pas sortir aussi haut. Moi, c'est un gars que dans 4-5 ans, je suis convaincu qu'il va être le meilleur joueur de ce repêchage-là. Puis je veux dire... Je vais continuer de dire ça jusqu'à ce que ça soit le moment. Je pense que je me suis aventuré pas mal là-dedans. C'est un joueur que j'adore. Son éthique de travail, sincèrement, c'est ce qui fait en sorte qu'il est encore plus, qu'il a encore plus de valeur à mes yeux. Parce que c'est un gars qui fait 6 pieds 10, mais il navigue les pick and roll. C'est lui qui a le ballon entre les mains. C'est lui qui distribue. Il est en train de développer tout un tir. Donc, de le voir sortir numéro 9, j'ai été quand même surpris. Mais il y avait quand même du doute. Donc, moi, cette année, je n'ai pas été chanceux avec mes coups de cœur parce que dans la Ligue nationale, c'était Marco Rossi. Et puis, dans l'NBA, c'était Denis FDA. Les deux ont glissé au numéro 9. Mais ça peut te faire bien paraître dans les années futures parce que si ces gars-là sortent trop haut et ils ne performent pas, ben oui. Puis c'est pour ça que moi, j'aimais FDA numéro 1 pour une autre raison, parce que je savais qu'il n'allait pas sortir numéro 1 puis qu'il n'allait pas avoir les attentes d'un premier choix. Donc, on verra, mais moi, j'ai vraiment confiance en ce joueur-là, sincèrement. Puis j'ai l'impression que dans les prochaines années, il va être excellent. Il y a une différence. FDA, il a besoin de beaucoup de progression. Il y en a qui en ont besoin de moins. Puis je pense notamment à Obi Toppin, qui est sorti 8 au Knicks. Ouais. Je veux dire, c'était le meilleur joueur de la NCAA l'an passé. Il y a 23 ans presque, mais tu le plug-in dans ton équipe de la NBA, puis je suis quasiment convaincu qu'il va aller te chercher des stats similaires à la NCAA. Donc pour moi, c'est ce gars-là qui est favori pour le titre de recrue de l'année en 2021. Par contre, dans une couple d'années, Denis FDA, moi, j'ai beaucoup, beaucoup confiance. Good. Puis vas-y. Ben, dans le fond, c'est les gros moves qui sont arrivés. Tu parles de Chris Paul, mais là, ça n'arrête plus de bouger. Là, je viens de voir Gordon Hayward qui opt-out. Kelly Oubre s'en irait avec les Warriors suite à la blessure de Klay Thompson. Klay Thompson va manquer 2 ans de suite
complète à cause de blessures. C'est quand même terrible, là, mais il y a tellement de mouvements. Vas-y, parle un peu de ça. Sérieux, c'est catastrophique, Klay Thompson. Je veux dire, puis moi personnellement, ça me fait vraiment de quoi parce que tu vois un peu la carrière d'un gars qui est tellement talentueux puis qui a fait partie du noyau des Warriors, qui là est en train de s'effriter. Il va perdre 2 années de son prime, 29-30 ans. Je veux dire, c'est pas des blessures, c'est pas une petite blessure qui t'envoie sur la touche pour 2 mois. Là. On parle d'un talon d'Achille puis d'un ACL dans 2 jambes différentes. Sérieux, ça n'a aucun sens, les gars. C'est vraiment terrible ce qui arrive à Klay Thompson. Puis Klay Thompson s'est blessé contre les Raptors, je me souviens bien, dans les playoffs l'an passé. Puis il est revenu au jeu dans le même game, puis tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Il a peut-être. 2 free throws. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il est venu prendre ses free throws. Ouais, effectivement, t'as raison. Il va rater 28 mois d'action. C'est terrible. Sérieux, là, ça n'a aucun sens. Parle-moi du choix des Raptors, Malachi Flynn, qui est très défensif là, de ce que j'ai lu. Oui, bien, pour vrai, là, ça tombe exactement dans le moule des Raptors de Toronto. C'est un gars qui, premièrement, est comparé à Fred VanVleet, donc ça te donne déjà une bonne idée. Mais, Malachi Flynn, c'est un gars, premièrement, que quand on parle de naviguer les pick and roll, puis vraiment, tu as un pick, lui, il utilise l'écran pour aller faire une passe, pour pull-up avec un tir. Lui, il excelle là-dedans. Puis, il est très aussi patient. Quand il fait ça, il n'y a pas de tunnel vision. Il est capable de prendre la bonne décision on the spot. Niveau tir de 3 points, excellent aussi. Et puis, comme tu l'as dit, Corp, défensivement, c'est un gars qui est excellent aussi. C'est un gars qui, surtout quand il est en situation de 1 contre 1, il est capable, malgré sa taille, il fait 6 pieds 1, d'être quand même efficace face à son adversaire. Donc, moi, c'est un bon choix. Si je me souviens bien, je l'avais 26e sur ma liste. C'est un gars qui va avoir 23 ans bientôt. Donc, c'est sûr que c'est un late. Moi, où j'ai plus un problème, c'est que Tyrell Terry, qui est sorti au 31e rang, moi, je l'avais 12 sur ma liste. Puis, à mon avis, là, puis, tu sais, je ne vais jamais mettre l'étiquette du prochain Steph Curry sur un joueur. Mais Tyrell Terry partage beaucoup de traits avec Steph Curry. Parce que au collège, c'était un joueur qui était incroyable de la ligne de 3 points, sincèrement, l'un des meilleurs de la QV. Et puis, je pense que ce que certains recruteurs ont peut-être ignoré, c'est le fait que, pendant la saison, je pense qu'il pesait comme 155, 160 livres. Mais pendant la pandémie, il a pris 15-20 livres. C'est un gars que l'éthique du travail, encore là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu prennes en compte. Puis moi, j'aurais adoré le voir sortir aux Raptors. À mon avis, ça aurait été littéralement un vol. Donc, je ne suis pas insatisfait de la sélection de Malachi Flynn, mais quand je regarde mon board et que je vois Tyrell Terry qui était au 12e rang, je dis, j'aurais tellement aimé ça qu'il sorte. Ben oui. Mais il y avait Tyrell Terry, puis j'ai lu aujourd'hui aussi beaucoup sur Nico Mannion. Oui. Qui a sorti à Golden State, puis tout le monde, le talk of the town dans NBA, c'est comme comment ce gars-là glisse là-bas. Ils ont déjà assez de talent, ils ont déjà assez de shooters, puis là, ils en rajoutent un dans l'équipe. Là. Fait que je ne sais pas ce que tu pensais de lui, Mannion. Ben, moi, je l'avais après Malachi Flynn, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer dans son jeu. Puis c'est ça qui est dangereux avec un jeune de 19-20 ans versus un de 23. C'est que celui-là de 23, tu sais plus à quoi t'attendre, puis c'est peut-être plus ça que les Raptors veulent. Avoir un gars que tu mets dans leur alignement dès l'année prochaine, puis il va être capable de t'aider. Donc, dans cette optique-là, je comprends. Dans l'optique potentielle, je pense que Terry était meilleur. Je pense qu'il y a une coupe de point guard qui aurait pu sortir avant. Mais à ce moment-là, la cuvée de guards cette année était sensationnelle. Il y avait tellement de profondeur. Puis, le classement de tout le monde était un peu différent. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas trop en faire un big deal. Mais je veux dire que c'était une belle sélection. Peux-tu me démêler la phrase? Parce que là, Bojan Bogdanovic s'en allait rejoindre les Bucks de Milwaukee, Giannis, avec Drew Holiday qui vient d'être acquis. Puis là, il y a turn down le trade. C'est quoi qui se passe? Parce qu'il ne veut pas re-signer que le trade n'a pas lieu. C'est comment ça se passe, ça? Ben, le problème, c'est que quand tu fais un sign and trade, habituellement, il faut que le joueur soit d'accord. Et dans ce cas-là, ben, ils ont annoncé la transaction, en tout cas, Adrian Wojnarowski et puis Shams Charania avant que ce soit le cas. Donc, oui, il y avait une transaction qui était établie. On ne sait pas vraiment si c'est... Mais en fait, on sait que Bogdanovic veut jouer avec les Bucks. Donc, ce qu'on peut comprendre dans la situation, c'est que c'est le montant qui ne lui plaisait pas. Donc, ça reste à voir. Mais malgré tout, je veux dire, les Bucks se sont améliorés avec Drew Holiday. Donc, ils deviennent quand même une plus grande force dans l'Est. Je pense que Holiday va starter comme point guard.
puis qu'on ne va pas trop se casser la tête à aller en chercher un autre parce que là, on a échangé Eric Bledsoe, on a échangé George Hill. Donc, on va vraiment essayer d'aller chercher un backup, mais Drew Holiday parmi les partants, là, tu vas avoir un alignement de fou. Tu vas avoir Holiday, probablement, mais probablement Bogdanovic, parce que j'imagine que ça va finir par se régler. Holiday, Bogdanovic, Middleton, Giannis et un centre. On ne sait pas qui va être le centre. Brook Lopez va peut-être pas revenir, mais non, c'est extrêmement intéressant. Puis, tu sais, dans l'optique où les Nets de Brooklyn essaient de faire quelque chose de complètement ahurissant, ben, ça fait en sorte que les Bucks vont un peu solidifier leur statut de contender. Puis, tu penses quoi? Oui, Bucks, oui, Nets. Moi, je vois les 76ers qui s'améliorent un peu à gauche, à droite. Non, tu ne crois pas à cette équipe-là? Justement, qui ont ramassé... C'est qui ont ramassé au draft déjà? Ils ont ramassé Seth Curry par voie de Oui, c'est vrai. Ils ont ramassé Danny Green. Puis Danny Green pour Al Horford, ouais. Ouais, puis j'ai un blanc. C'est-tu Tyrese Maxey qui ont repêché? Je pense qu'ils ont repêché Tyrese Maxey chez les point guards. Donc, lui pour vrai, ça va être un des autres gars à surveiller pour un vol. Ben moi, les Sixers, j'ai pas confiance au club actuel. J'ai pas confiance à un club que Simmons et Embiid. Par contre, je fais confiance à Daryl Morey qui est arrivé avec l'équipe puis qui va être capable de les entourer de shooters. À ce moment-là, ça peut changer. Mais selon ce qu'on a vu à date, c'est pas vraiment une équipe en qui j'ai confiance puis que je donnerais le titre d'aspirant pour l'instant. Je te dirais que en ce moment, il y a les Bucks. Les Celtics, je les mets encore là. Les Nets viennent d'arriver dans la conversation maintenant que KD va être en santé. Ils vont l'être encore plus si James Harden arrive. Et ce qui, selon moi, c'est dur à dire, mais selon moi, les Nets ont plus de chance sans James Harden. C'est vraiment con à dire. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Il ne fait pas l'unanimité, James Harden. Ben, c'est pas que James Harden ne fait pas l'unanimité. Moi, en tant que coéquipier, en tout cas. Ben oui, mais moi, ce que j'explique à tout le monde, c'est que là, tu as 3 superstars qui ont besoin du ballon entre les mains pour avoir du succès. Je m'excuse, mais il y en a juste un ballon sur le terrain. Comment tu vas être capable de distribuer le ballon, distribuer les possessions à Kyrie, à James Harden, par ailleurs, qui est le gars dans la NBA qui a le plus besoin du ballon entre les mains, et Kevin Durant qui revient d'une blessure puis qui il veut être le leader de cette équipe-là parce qu'il veut que ce soit lui qui a gagné ce titre-là. Comment tu vas faire pour que ces 3 joueurs-là, ensemble, ça marche, tout en ayant, parce que là, on parle de 3 joueurs, là, mais il y a 2 autres partants qui veulent le ballon entre les mains et qui ne vont pas accepter d'avoir 2 ou 3 tirs par match. Il faut que tu remplisses ton banc. Donc, à un moment donné, c'est bien beau avoir un super team puis rassembler le talent, mais c'est pas la même chose que, disons, à Golden State, quand tu avais Steph, Klay et KD. La grosse différence là-dedans, c'est que oui, tu as 3 superstars, mais Klay Thompson, il n'a pas besoin du ballon entre les mains. Klay Thompson, il est capable de te marquer 60 points avec 7 dribbles au total. Donc, c'est pas du tout la même situation. Moi, les Nets de Brooklyn, j'ai beaucoup de difficultés à croire à ça. Je pense qu'ils sont mieux avec Kyrie et KD ou Harden et KD que les 3 ensemble. Moi, c'est ça mon take. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Raptors, selon toi? Y a-t-il des transactions dans l'air? Ou c'est assez tranquille? C'est assez tranquille, mais Masai Ujiri nous surprend toujours. Je veux dire, on a eu Kawhi qui nous a surpris dans les dernières années. Le problème avec le marché en ce moment des échanges, c'est que ça prend beaucoup de choix au repêchage pour aller chercher les gars. Puis Masai, c'est pas un gars qui sacrifie son futur. Donc, tu dois trouver des gars qui ont peut-être un peu moins de valeur. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Pas tant que ça. On dit que Victor Oladipo n'a pas beaucoup de valeur sur le marché des transactions. Moi, c'est un joueur que je surveille. Il n'est pas agent libre, Oladipo? Non, Oladipo, il n'est pas agent libre. Il va être agent libre l'année prochaine, mais il aurait demandé une transaction aux Pacers. Donc, moi, c'est un gars que je surveille. Mais tu sais, les Raptors ont déjà pas mal de dossiers sur la table avec le marché des joueurs autonomes. Tu as Fred VanVleet qui va devenir agent libre cette semaine. On va vouloir le garder. Serge Ibaka qui va attirer l'attention de plusieurs équipes aspirantes. Pourquoi? Parce que c'est le centre parfait pour une équipe de championnat. Un centre qui est bon défensivement, qui tire des 3 points, puis qui, près de l'anneau, il est encore efficace. Donc, les Raptors, c'est une équipe que je surveille, oui. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Chris Boucher, avec Marc Gasol, ces gars-là. Mais pour ce qui est d'une grosse acquisition, je pense qu'on va plus se tourner vers des gars low-key. Mais c'est certain. On verra dans les prochains jours. Mais en ce moment, les Raptors sont en train de glisser un petit peu parmi les aspirants. OK. Cool. Écoute, à moins qu'il y ait un sujet qui m'échappe, là, je pense. Oui. Ouais? OK, vas-y. Notre cher Québécois, Karim. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Ben oui. Ça, mais j'ai vu qu'il n'a pas été signé non plus. Non, pas encore. Okay. Non, il n'a pas signé. Lou Gantz, lui, l'année passée, ça s'est fait avant que la séance finisse.
Okay. Donc, hier soir, moi, personnellement, je me disais, Karim, c'est pas un talent top 60, mais je m'attendais à ce qu'il sorte. Pourquoi? Parce que habituellement, tu as les gars en fin de deuxième ronde qui disent « Repêchez-moi pas, je vais signer en tant qu'agent libre, non repêché. » Mais Karim, lui, il voulait être repêché. Donc, je me suis dit peut-être que ça va lui laisser la chance de l'être. Finalement, ça s'est pas passé. Puis, tu sais, c'est triste à dire, mais là, ça augure pas super, super bien pour lui. Puis, tu sais, on reste positif. Mais la première vague d'agents libres ont signé en tant que joueurs qui n'ont pas été repêchés. Il n'en faisait pas partie. Apparemment, il est en discussion, selon Peter Yiannopoulos, avec des clubs de la NBA, des clubs d'Europe. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait dû aller à Michigan State une année avant de déclarer. Le problème là-dedans, c'est que Karim n'a pas eu la chance de se comparer à des espoirs américains comme il aurait dû le faire cet été. Donc, s'il avait fait ça cet été, il aurait peut-être plus monté dans les listes. Mais là, tu sais, c'est dur de créditer un gars qui jouait avec le Cégep Vanier. Tu sais, c'est rien contre le Cégep Vanier. Mais la RSEQ, c'est pas la NCAA, malheureusement. Ça ne l'est pas encore. Donc, c'est ça qui est un peu douteux avec Karim. On se doute vraiment en ce moment qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains jours. S'il va signer un contrat. Il peut signer un contrat à 2 volets avec une équipe. Il peut signer un contrat de G-League Exhibition 10, mais à ce moment-là, la G-League, on ne sait pas quand ça va recommencer. Donc, c'est sûr que son parcours va être un peu plus difficile en ce moment, à partir de maintenant, mais il fallait s'y attendre un peu. Mais Karim, c'est un gars que tu dois lui donner. Il est extrêmement travaillant. C'est un gars qui a toute une éthique du travail. Il a du talent. Il est bon dans toutes les facettes du jeu. Il va juste falloir qu'il développe un tir de 3 points puis qu'il devienne élite dans une des catégories du jeu. Moi, je pense que ça peut être la défense. Ça reste à voir. On a été déçus de ne pas le voir repêcher. Mais il faut tempérer les attentes quand même. On parle pas d'un talent de première ronde ou même qui a été considéré en première ronde comme Lou Gansdor. Donc, on continue à surveiller ça, mais je veux dire, Karim va devoir travailler extrêmement fort, c'est sûr. On lui souhaite sincèrement, mais c'est ça, c'est à surveiller. Good. Kevin Vallée, merci encore une fois. Merci, Kev, d'être passé. Merci à vous autres. C'est toujours le fun. C'est toujours bien le fun. Hey, aujourd'hui, j'ai oublié de m'amener une bière, là, mais la prochaine fois, on s'en va. Yes. C'est bon. Hey, merci. à la prochaine, Kev. Merci. Salut.